quand même fait des cours de littérature française et francophone alors que j'étais très jeune étudiant au département d'anglais. Madame Ba, à travers vous et à travers tous ceux qui sont là assis, je vois en le disant une camarade de promotion à la personne du professeur Fatou Kandji de l'école normale ou de la faculté des sciences et techniques. Ça me rappelle aussi que avec Madame Dieye, nous avons été à l'école normale William Bouti, puis à l'école normale supérieure ici, qui s'appelait à l'époque ainsi. C'est beaucoup de souvenirs. Le doyen aussi, Racine, et mon aîné et mon grand frère dans la savane du Bas-Salou. Il est de Foundiougne, je suis de Sokone. Non seulement cette proximité, mais je crois que sur le plan du sang, il y a des liens très proches. Et monsieur le représentant de la maison d'édition qui est venu l'autre jour dans le bureau pour qu'on discute, monsieur Patrice Aubray, pour qu'on discute de la présentation de cet ouvrage. Donc pour toutes ces raisons-là, et pour aussi, madame bonjour, et pour aussi respecter la vocation du WAP, qui se voudrait un forum où on puisse discuter librement de questions intellectuelles, de questions d'actualité, avec évidemment la précaution que nous avons prise. Quand il y a ces forats-là, chacun est extrêmement responsable. Qui est un conte sénégalais destiné autant aux adultes qu'aux enfants, de par l'importance qu'il donne à l'éducation. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre 4e livre, le 3e de Adama Dieye, Sarinagara, Nouvelles d'une autre vie, qui est un recueil de nouvelles dans lesquelles l'auteur nous dévoile de façon intime et de sa belle écriture, avec beaucoup de tendresse et de finesse, la relation qu'elle entretient avec sa mère Montard et certains sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. En passant d'une nouvelle à l'autre, vous pourrez suivre aisément le parcours humaniste de cette grande dame que beaucoup d'entre vous connaissent pour l'avoir eu comme professeur de lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop. Je voudrais dire personnellement tout le plaisir que j'ai eu à lire et à travailler sur ce livre où j'ai découvert une grande finesse. Je laisse le professeur Racine Senghor le soin de vous présenter bien mieux que moi et avec toute l'expérience qu'il a de la littérature. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Le directeur et chers frères, je suis né à Sokone. Je suis Foundiougnard. J'ai la chance un peu que nous avons, nous tous, c'est d'être du Sine Saloum. Aujourd'hui, nos esclaves aussi sont du Sine Saloum. Sinon l'inverse. Beaucoup de gens pensent que Sokone et Foundiougne sont dans le Sine. Non, ils ne sont pas dans le Sine, ils sont dans le Saloum. Le Sine, c'est Fatigue, Dakar, etc. Ces zones-là. Mais Foundiougne et Sokone sont dans la région de Fatigue, qui n'est pas le Sine. Ceci est très très important. Je voudrais saluer tout le monde, toutes mesdames et messieurs, d'être venus à cette rencontre. Pour ma part, c'est un très grand plaisir de partager avec vous cette cérémonie. Surtout de pouvoir partager encore une fois sur des questions importantes, les questions les plus importantes de mon point de vue, qui sont les questions de l'esprit. L'esprit qui en toutes circonstances doit éclairer la voix des femmes et des hommes. Et c'est tant est que l'on tient à nos points déviés et à mériter de conduire les actions porteuses. Je suis d'autant plus heureux que je prends part à l'événement
grâce à l'aimable invitation de deux amis que je tiens à remercier très profondément et auxquels je tiens à rendre hommage. Lina et Adama. Quand je dis Lina, j'inclus également Patrice. On a dit tout à l'heure de Patrice qu'il est l'auteur de Souviens-toi du Diola, mais certains d'entre vous sans doute ne savent pas que c'est un rescapé du Diola. C'est pourquoi son témoignage est puissant et émouvant et très fort, instructif et engageant pour le devenir des étudiants. On comprend pourquoi il s'engage en littérature et qu'il s'engage aux côtés de Lina. Je voudrais remercier très très fort Patrice. Je voudrais, je l'ai dit, remercier Adama et Lina. Lina, la patronne de ces éditions, elle est co-patronne, créée depuis peu, on l'a dit tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait le pari. Ils ont fait le pari à Athéna Edif. Le pari de la qualité. À la fois du point de vue du contenu, qui est bien vu, bien traité, mais également de celui de la fabrication même du livre. Il y a quelques semaines, le directeur du WAC, ici même, posait la question de la fabrication du livre. Je pense que c'est très important qu'à côté de livres qui ont un contenu important, plein, on ait des livres de qualité qui soient bien faits. Je me réjouis que n'ayant été créé qu'il y a quelques mois, Edif, Athéna Edif, ait pu cette année prendre part à la grande compétition du prix des 5 continents, avec 2 titres. Et je sais que ce sont de beaux titres qui peuvent certainement jouer un rôle important dans cette compétition. Nous connaissons la rigueur et le professionnalisme de Lina, rigueur et professionnalisme que nous avons pu apprécier les uns et les autres lorsqu'il y a quelques années elle a créé, elle a fondé la librairie Athéna et qu'elle a surtout au sein de cette librairie développé des actions d'animation telles que le livre a pu sortir de nos frontières et aller prendre part à d'importants événements comme le Salon du livre de Paris, où elle a eu à conduire des auteurs sénégalais. Ceci est très très important et je comprends bien que sa maison d'édition, qu'il faut encourager, soit aussi une maison de diffusion. Question importante aujourd'hui pour le livre africain, le livre sénégalais. Il ne s'agit pas d'écrire un livre pour 100 exemplaires qui vont circuler dans une ligne restreinte. Il s'agit que le livre puisse sortir des frontières et aller atteindre le public africain et européen. C'est pourquoi l'expérience de Athéna Edif est une expérience intéressante pour le monde du livre du Sénégal et de l'Afrique. Je voudrais, en commençant, dire félicitations à Lina et Patrice et vous souhaiter une bonne continuation. Adama ensuite. Adama est une amie de longue date, mais c'est surtout une femme très appréciable. Pour ne pas trop écorcher sa modestie, je dirais simplement qu'elle est un modèle. Je devrais dire, j'avais écrit une femme modèle. J'enlève le mot femme. Pour dire simplement qu'elle est un modèle. Parce que si je dis une femme modèle, on va regarder on va mettre le focus sur la femme. Alors que c'est la personne qui m'intéresse. Elle est un modèle d'éducation, de courtoisie, de gentillesse, d'intelligence, je vais peut-être faire pléonasme, d'intelligence éclairante, de dignité, de calme et de pondération. Quand on parle des êtres humains de cette nature, on dit que c'est un modèle d'équilibre. D'équilibre
chez les sportifs, on parle des coordonnées de l'individu et on dit qu'il est bien structuré parce que physiquement, intellectuellement, il y a une harmonie entre les choses. Je pense qu'elle est révélatrice d'un certain équilibre. Bref, de toutes ces vertus qui font qu'elle est une personne respectable et attachante. Mais aussi, c'est une personne qui se confond à la mère, à maman. Elle joue naturellement le rôle de la mère et ce recueil de nouvelles nous en donne sans doute, à l'insu de l'auteur, peut-être que c'est à son insu, il nous en donne quelques indications. Je signalerai seulement les liens qu'elle évoque et qui l'unissaient à l'étudiant Mamadou Diop, tué à l'occasion d'événements politiques fort regrettables. Elle en parle dans une de ses nouvelles qui nous attendrit, mais qui surtout, dans un parallélisme saisissant, avec d'autres événements similaires que nous renvoie l'histoire, nous conduit à réfléchir, à méditer notre vivre en commun, notre vivre ensemble. J'ai dit qu'elle est la mère, mais je vous invite à lire le recueil et vous le comprendrez aisément. En fait, ce recueil de nouvelles est tout entier bâti autour de ce pilier, la mère, qui était là avant et qui est encore là, même après. Quand la mère s'en retourne auprès du Seigneur, l'auteur confesse, ou plutôt l'auteur lui parle, lui dit, tu ne parleras plus jamais, et pourtant, depuis, je n'entends que toi. C'est assuré. Il est clair que la mère reste en elle. Il est clair que l'enfant porte la mère. C'est paradoxalement. Ça veut dire que l'enfant assume la perpétuation de la mère. Elle construit en toute conscience sa permanence dans le dynamisme des choses, dans le dynamisme du monde. Quand vous prenez le livre entre les mains, c'est le titre d'abord qui retient votre attention, qui vous intrigue. Le titre qui vous retient nécessairement, j'emploie le mot sans philosophie, qui vous retient nécessairement pendant un long moment, qui vous appelle à vous interroger sur son sens. Saranagara. Sarinagara, pardon. Sarinagara. Sa résonance renvoie à cette belle langue sérère. Vous allez vous comprendre. Elle renvoie à cette belle langue sérère. Elle suggère. Il suggère une belle femme qui pourrait s'appeler Sarina. Sarina qui arrive. Sarina Gara. Sarina Gara. Sarina arrive. Comme Sanagara. Je ne vais pas m'étendre sur Sanagara. Mais si c'était du sérère, si c'était Sarina Gara, ben, c'eût été trop beau. Et ma crainte a été justement qu'Adama emboîta le pas à ce fou de Thierno Molinemo, vous connaissez l'histoire, qui a dédié son magnifique roman Peul à ces idiots de sérère. C'est comme ça qu'il dit. Heureusement que Molinemo, sur quelques 400 pages que compte sur son livre, a donné la parole de Sérère pour qu'il raconte la saga des Peuls et l'occasion pour Sérère de rendre la pièce de la monnaie à ce fou de Thierno Molinemo. Et je ne vais pas m'étendre sur les considérations Sérère-Peul, même si par ailleurs ce qui me dit à Adama, c'est aussi cette parenté plaisante, pour reprendre la belle formule de Raphaël Ndiaye.
concernant toujours le titre, si ce n'est pas Salina Gara, ce pourrait être, je pense quelques-uns, le nom d'un personnage. Un titre éponyme comme Maïmouna, comme Phèdre, comme Tchaka, comme Iphigénie. En réalité, il n'en est rien de tout ça. Ni de Sérère, ni de nom de personnage. Il n'en est rien de toutes ces fantaisies de pré-commentateurs attachés seulement à voir un titre et à dire mais ça pourrait être quoi? Il faut aller jusqu'au Japon pour trouver le sens de Salina Gara. Au Japon, c'est-à-dire à l'ambassade du Japon, avec l'immunité diplomatique, l'espace de l'ambassade, c'est le Japon. Kobayashi, à la mort de son enfant unique, écrivit ces mots qu'il me plaît de le prendre pour le plaisir de parler au moins une fois dans ma vie japonais. Voilà ce qu'il dit. Suyo no yawa, Suyo no yo, Nagara, Sari Nagara. Ce sont les mots que ce japonais a dit lorsqu'il a perdu sa fille unique. Ce qui signifie Suyo Nayawa, rosé que ce monde. Suyo Noyo, rosé que ce monde-ci. Nagara, oui, sans doute. Et Sari Nagara, et pourtant. Et pourtant. Rosé que ce monde, rosé que ce monde-ci, oui, sans doute. Et pourtant. Cela nous ramène bien entendu à la mère unique, mais je ne vais pas mettre en là-dessus, je l'ai dit. Cette mère à qui cet ouvrage est dédié. Je ne voudrais pas vraiment aller trop profondément dans ce livre et en dire un peu trop, mais juste introduire votre lecture, en ouvrir la porte. Et alors, que puis-je dire de plus? Je retiens que ce recueil compte 12 nouvelles de 75 pages. 75 pages de délices. Mais que ces 12 nouvelles, qui sont autant de lunes qu'en compte l'année, font finalement 10 nouvelles par la subtilité de l'auteur, 2 nouvelles se prolongeant dans le suivant en offrant la possibilité, même pour le suivant, la possibilité d'un commentaire libre que s'autorise l'auteur. Il y a 2 nouvelles qui ont une suite, mais immédiatement après. Immédiatement après. C'est assez original comme manière de procéder dans la littérature, mais c'est tout aussi intéressant. Le second aspect intéressant de cette question-là, c'est que dans la deuxième nouvelle, l'auteur ne se limite pas à compléter la nouvelle, mais va au-delà, il donne un commentaire sur la nouvelle. Il fait un commentaire libre et redevient pour la circonstance le professeur attentif aux influences littéraires et à l'analyste aussi, soucieux de décrypter le mouvement politico-social du Sénégal. Le professeur revient 2 ou 3 fois dans ce recueil de nouvelles. J'allais dire la femme de lettres, qui a lu Malraux, qui a lu Senghor, mais qui a également lu d'autres, et l'humaniste classique qui nous ramène à certaines révélations qui proviennent sans doute de sa culture gréco-romaine. Justement, ce mouvement politico-social, l'auteur l'accompagne, et c'est ce que nous vivons sur les 75 pages de ce recueil. L'auteur l'accompagne depuis l'âge de 3 ans. Et il se confond avec un itinéraire personnel qui découvre un album de souvenirs forts ayant marqué l'éducation à la vie dont ont découlé les compétences de vie caractéristiques des qualités de l'auteur que j'ai évoquées au début de mon propos. Personnellement, j'ai aimé ces souvenirs que beaucoup d'enfants peuvent partager avec Adama, de notre génération, comme moi.
Souvenir de l'école, souvenir des hivernages, souvenir des grandes cours vastes, souvenir des jeux d'enfants, mais également quelquefois des sujets poignants, terribles, comme la bêtise et le malentendu qui conduisent en prison des innocents au cœur d'ange. On en a dans ce texte, où, comme disait Paul Éluard, parlant, vous connaissez bien ce poème d'Éluard, Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré. Une fille faite pour être aimée et couverte du noir crachat des ténèbres. C'est un peu l'image que nous avons dans une de ces nouvelles, et ces vers me sont revenus à l'esprit tout de suite quand j'ai vu qu'un jeune homme magnifique, bien, généreux, aimable et fait pour être aimé a été à tort accusé de viol, condamné et emprisonné dans les profondeurs du géant dont il ne peut pas sortir normal. J'ai aimé l'épopée de Lorue et de Debo. J'ai hésité, c'était un conte, une épopée, mais je crois qu'il faut remonter à plus loin, c'est quand même quelquefois un mythe. C'est l'histoire qui donne forme à des personnages, à des figures fortes, et qui peut permettre de comprendre c'est quoi la famille, c'est quoi la dignité, c'est quoi le respect des valeurs. Et Lorue et Debo sont en fait des héros dont le nom peut défigurer dans les livres d'histoire. J'ai beaucoup aimé ce qui est à l'origine de cette épopée, cette partie de volée entre le prince et le citoyen. Manele Bobette, et l'autre qui répond, Manele Bobette, je te rase, hein, peut-être. Et l'autre qui répond, Manele carré nuit, Manele carré nuit. Et ils ont compris, c'est le jeu de Yoté. C'est des devinettes, c'est des paroles fortes. Mais il avait compris le peu que la razzia allait commencer le soir. Il fallait partir. C'est la femme qui est partie, avec les enfants et avec le troupeau. Et c'est quand la fille de faire son chemin de croix, mais dans la dignité et l'honneur, seulement qu'elle a pleuré. Qu'elle a pleuré. Et c'est ça la leçon fondamentale, qui est une grande leçon de vie. Ah, Debo, quelle grandeur! Elle a seulement pleuré quand elle a sauvé troupeau et enfants. C'est à ce moment seulement qu'elle a pleuré aussi. Le mari sacrifié et les risques nombreux du chemin. J'ai aimé toutes les petites histoires, quelquefois à peine effleurées. Pour avoir passé à Thiès quelques années comme enseignant, professeur, j'ai reconnu au détour de quelques lignes un personnage extraordinaire qui s'appelle Matar Khali. Je n'ai pas cité, mais on voit bien que c'est de Matar Khali qu'il s'agit. Mais j'ai retenu cette histoire que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Maulido et qui nous invite à repenser la mort et certains événements tragiques comme la mort de Blondin, Omar Blondin et celle de Julien Balaguer. Omar Blondin, Balaguer et Diop partageant le statut d'étudiant qui ont eu à vivre dans leur chair et de la manière la plus atroce des convictions qu'ils ont portées, mais pour l'ensemble de la communauté. Cela me semble être une leçon forte. Mais l'histoire revient assez souvent dans ce recueil de nouvelles. Quelquefois, c'est au détour d'une phrase qu'on se rappelle que tel mode renvoie à Amadou Bello, qui est passé au Sénégal il y a quelques années, du temps où Senghor était président de la République. Ça a laissé des traces. Un peu comme on parle de Lamine Gueye, ou de Senghor, ou des autres. Enfin, on l'a dit tout à l'heure,
j'ai succombé personnellement au charme du texte. La langue sobre et dépouillée dont la maîtrise a permis des constructions belles de simplicité et de poésie. Oui, de poésie. Parce que Adama est aussi poète. Il a publié un recueil de poèmes et déjà un recueil de nouvelles. Mais la poésie ne la quitte jamais. Et elle sait utiliser à bon escient les expressions et tournures de la langue nationale dans son livre. Pas pour faire mode, mais pour rendre plus vrai, pour rendre plus explicite, pour rendre les choses plus visibles et plus proches de la réalité qui est décrite. Le texte, ce recueil de nouvelles, nous permet de nous retrouver, mais de repenser le livre, la vie, différemment. Différemment, c'est de mesurer ce qui a été fait, de reconsidérer les valeurs qui sont les valeurs de notre civilisation, de redonner la place véritable à ce qu'on appelle les traditions, avec l'idée que ce sont des choses qui sont figées, mais elles ne sont jamais figées. Ce sont des choses qui évoluent, avancent, qui permettent d'avancer. Si ces nouvelles, si ça est Nagara, c'est les nouvelles d'une autre vie, mais elle rattache l'autre vie à la vie présente. Et elle est également une projection sur la vie à venir. C'est pourquoi l'auteur, dans certains de ses textes, passe très facilement de la troisième personne à la première personne. Quelquefois, dans ses nouvelles, elle est la narratrice, mais à un certain moment, le personnage lui usurpe la parole, prend la parole, et on passe de il à je. Et ce jeu-là, c'est presque automatiquement qu'il passe. C'est par exemple, lorsque ce jeune dont je parlais a été accusé à tort d'avoir violé cette fille, pendant qu'elle raconte comment ils sortaient entre guillemets ensemble. Ce n'était pas sa petite copine du tout, c'était son ami vrai. Et comment à un moment donné, se ressaisissant, les personnes appellent la parole en disant pourtant je n'ai rien fait. Et qu'ils disent sa défense directement. Cela me semble être un aspect important de l'écriture de l'auteur. Cette façon-là, mais également tous les renvois qui nous font aimer le livre et la lecture, parce que en même temps qu'elle nous propose son texte à lire, elle nous propose aussi d'autres textes à lire grâce à cette intertextualité qui apparaît très souvent. Voilà très simplement ce que je voulais dire pour présenter Salina Gara, la venue de Salina, n'est-ce pas? Oui, je tiens à ma Salina. Hein? Mais je voudrais surtout vous inviter, tous chers amis, à lire ce magnifique ouvrage. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il est facile à lire, mais il est surtout un livre qu'on va lire et relire. D'autant plus facile à lire et à relire qu'on peut le mettre dans sa poche. Merci. Parce que tu as écrit Debo Ari ou Ari Debo. Voilà. Tu vas bien gérer. Merci Ousmane. Je remercie tout le monde. Je remercie tous les amis. Je remercie tous les amis qui ont distrait de leur temps ces moments précieux, qui ont laissé des occupations, et les amis que parfois je n'ai pas vus depuis longtemps, des amis de toujours, des amis de la préhistoire, j'allais dire, d'une autre vie, du lycée, etc.
Et je remercie tous ceux qui vraiment sont là aujourd'hui aussi pour partager, je pense, l'une des denrées les plus essentielles de mon point de vue et qui n'est malheureusement pas très cotée en bourse par ici, la littérature. Et je remercie aussi bien Ousmane Sen, avec qui j'ai partagé, oui, l'école normale supérieure de Dakar, mais pas l'école normale William Ponty. Vous comprendrez que les serreurs en phase de digestion parfois mélangent voilà, les dates, les temps. Et je répondrai tout à l'heure à l'autre serreur. Patrice n'étant pas serreur, je lui donne évidemment le tribut qu'il mérite. De Lina, je dirais qu'elle a d'abord été ma libraire préférée. Et le hasard a fait qu'un jour, quand je dis le hasard, il faut toujours penser à ce que dit ou à ce qu'on fait dire à Einstein, qui aurait dit que le hasard c'est le nom que prend Dieu quand il voyage incognito. Donc un jour, ma grande amie Sylvia Ba, le professeur Sylvia Ba, qui est vraiment un monument pour moi, et je pense qu'on peut faire à défaut d'un standing ovation, on peut quand même applaudir Madame Sylvia Ba. Dans une autre vie, je vais me recycler maître de cérémonie, comme MC ou le Donc Madame Sylvia Ba, que j'ai trouvée moi à l'université de Dakar comme professeur, et avec qui j'ai entretenu du jour où je suis revenue comme enseignante en 81, avec qui j'ai entretenu un compagnonnage absolument extraordinaire. Et régulièrement, nous nous voyions pour faire ce qu'on disait le point. Alors, le point, pour ceux qui ont connu les associations d'étudiants, c'est un peu revue de ce qui se passe dans le monde. Situation nationale, certes, voyez, situation internationale tamit. Ce qui se passe et qui est bancal par chez nous, sous nos cieux. Que deviennent nos étudiants, que devient notre métier, que devient notre profession, que deviennent nos valeurs, etc. Et en cela, Sylvia Ba m'a été d'un appui absolument considérable. Maintenant qu'elle jouit d'une retraite prématurée, parce que c'est une toute jeune fille, elle revient quand même nous voir chaque année et à chaque fois nous partageons avec le même plaisir ces rencontres-là. J'en reviens, vous allez voir que je vieillis, j'en reviens au début. Donc Lina était une libraire, ma libraire, jusqu'au jour où je vois Sylvia donc, qui vient d'arriver, nous prenons un café et la librairie la plus proche de notre café, c'était Athéna, rue Jules Ferry. Nous y allons parce que j'ai besoin de prendre un exemplaire de mes poèmes pour le dédier à Sylvia Ba. Quand nous arrivons, nous nous mettons à nous disputer, littéralement, sans tout y faire. Et Lina nous offre de rendre le jugement. Qui a payé le café? Celle qui n'a pas payé le café peut payer le livre. Bon, mais d'un autre côté, elle a traversé l'Atlantique. Elle est venue nous voir au Sénégal, nous voir exclusivement, sa famille n'est plus là. Et donc, Lina ayant rendu un jugement digne de Salomon, elle est devenue ipso facto de ce jour une amie pour moi. Et donc, comme l'a rappelé Patrice, son monsieur, donc, quand elle a investi l'édition, elle m'a littéralement bousculé, arraché ce manuscrit. Moi qui suis de nature léthargique, elle m'a réellement secoué, comment on dit, comme coaché. Et en fin de compte, voilà, cela a produit le livre que mes amis ont eu la gentillesse de présenter de manière aussi indulgente. Je vais donc en dire deux mots.
Je ne réponds pas au sérère qui tient à ce que Sarina a dit, hein? Mais je vais dire 2 mots et j'hésite. Qu'est-ce que je peux bien dire? Est-ce que je vais me venger tout de suite ou est-ce que la vengeance étant un repas qui se mange froid, je vais réserver pour les sérères jusqu'à la fin de mon intervention. En résumé, Sarinagara, comme l'a dit Racine Senghor, c'est effectivement un titre japonais et qui vient de, comme il l'a dit, d'un texte ancien de Issa Kobayashi. Je ne le savais pas. Je suis très matineuse, voilà, matinale, et un beau matin, j'étais entre 1000 choses à effectuer, parce que évidemment, bon, tout le monde sait que les femmes, monsieur le chef de département, les femmes ont des, voilà, sont multitâches. Donc je suis en train de m'activer pour le bonheur de celui qu'on ne va pas nommer, et j'entends. Enfin, je mets toujours la télé et j'entends donc une note de lecture par Monique Arlan de l'émission Sur quelle étagère et j'entends Sarinagara. Je décèle des résonances folles quant à moi. Et je me dis c'est beau. Et j'entends à peu près, ça signifie et pourtant et cependant. Très bien, je note, je sers le petit déjeuner, etc. 2 jours plus tard, nous avons le déjeuner chez l'ambassadeur du Japon, puisque je fais partie du jury depuis plus de 25 ans. Et donc je pose la question à table à l'ambassadeur Saito. Monsieur l'ambassadeur, est-ce bien vrai que Sarinagara signifie et pourtant et cependant? Il me dit oui, on pourrait le traduire comme cela. Même si il y a des aspects qu'on ne peut pas traduire. Je connais bien la question, ayant dû apprendre le Wolof à l'école et le français dans la même foulée. Donc la question du noyau dur, irréfragable et qu'on ne peut pas traduire en passant d'une langue à l'autre, je connais. Et donc, il me confirme et me dit, je vais vous trouver le texte d'origine. Donc j'avais entendu parler d'un titre, Sarinagara, mais il était question du roman de Philip Forrest. Et Philip Forrest lui-même avait emprunté donc ce titre, justement, au maître Kobayashi, au maître de la poésie japonaise. Et donc, cette nouvelle que j'avais déjà écrite, puisqu'on est en 2009 et qu'il va y avoir, dans un mois, dans un mois et 4 jours exactement, il y aura 10 ans que ma mère est décédée. Et donc, une nouvelle qui devait s'appeler Moritura, c'est-à-dire celle qui va mourir. Et évidemment, tout le monde sait que c'est la référence au salut des gladiateurs et des armées romaines. Salut César, ceux qui vont mourir de salut. Mon idée à moi, c'était Moritura, mais Moritura, celle qui va mourir, ce n'est pas ma mère. C'est, de toute manière, nous tous qui sommes des Morituri. Malheureusement pour moi, quelques mois plus tard, Yasmina Khadra publie Morituri. J'ai renoncé donc à mon titre en attendant mieux. Et c'était absolument génial de trouver ce titre qui était un cadeau du ciel. Et c'est ce qui explique donc que cette nouvelle, pour ma mère, en son honneur et pour perpétuer sa mémoire, et donc finalement porter ce titre. Donc ça c'est pour l'explication du titre. Maintenant, pourquoi j'avais pensé, si l'auditoire étudiant était représenté, j'avais pensé leur présenter ce livre comme un quiz. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi écrivais-je? Pourquoi écris-je? Et si on devait dire pourquoi écrivais-je, comment l'orthographier? Mais il n'y a pas d'étudiants dans la salle et on ne va pas perdre du temps sur ces questions-là. Mais mon propos aujourd'hui ne peut pas être objectif. Je pense que je peux éclairer certains points, mais je ne peux pas être objective par rapport à ce texte. Je peux essayer de répondre à la question du pourquoi. Et je prends une référence, on me reproche beaucoup mes références à la littérature française, à Sénèque l'Ancien, etc.
Mais je pense que l'un des mérites de ce texte, c'est de montrer quand même que nous n'avons pas attendu Sénèque, que nous n'avons pas attendu Philémon et Baucis, etc., qu'au quotidien, nous avions avec nos parents, avec nos familles très larges, très élargies, au voisinage, aux amis des amis. Et je viendrai à mes parents, à une partie de ma famille, donc prémonitoirement sérère, avant même que ma belle-fille ne soit une sérère de souche. Voyez. Donc, il y avait tous ces éléments-là, et je pense que ce texte essaie d'en rendre compte. Je m'en voudrais que le lecteur pense, en refermant ce livre, qu'il s'agit d'un livre triste. Il ne l'est pas, ou du moins je ne le voulais pas comme un livre triste. Et ayant dit cela, évidemment, je pose la question de l'incapacité à effectivement atteindre sa cible en l'écrivant. Si vous avez l'impression que c'est un livre triste, cela veut dire que je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est à recommencer, parce que ce livre parle d'une femme extraordinaire. Je sais que tout le monde pense que sa mère est extraordinaire, mais je pense que elle était le contraire d'une personne triste. Un optimisme à tout, voilà, à tout surmonter, et une largesse de cœur qui lui a fait accueillir, je pense, toutes les personnes qu'elle a rencontrées comme ses propres enfants. C'était une image de la mère universelle. Et dans sa vie, je pense que le don a beaucoup compté, voyez, à tel point que parfois, effectivement, nous avions des surnoms assez peu gentils, voyez, et des images qu'on véhiculait dans la proximité familiale, parce que c'est un temps qui nous semble lointain. Quand je parle, moi, de ce que j'ai vécu il y a 50 ans, c'est comme si cela s'était passé il y a 2 siècles. Le fait que régulièrement des étrangers, des hôtes venaient nous visiter et que personne ne songeait à venir séjourner dans une maison sans apporter en conséquence, mais je ne sais pas, un cadeau absolument royal et en même temps qui était exactement dans ces possibilités. Donc on nous ramenait du couscous Peul, à la manière Peul, du couscous blanc, qui ne s'altère pas, qui ne varie pas. Vous pouvez aller jusqu'en Mauritanie avec ce couscous-là dans un sachet. Si vous avez de l'eau, vous mangez. Si vous avez du lait, c'est un repas royal. Et quand arrivait n'importe qui venait dans la famille avec plus de 20 kilos de ce couscous-là, eh bien ma mère faisait un partage officiel, mais c'était vrai pour les arachides, c'était vrai pour toutes les denrées qui venaient, et même pour les niébés. Mais quand elle avait fini de faire le partage officiel, elle commençait à sortir de temps en temps de la maison en ayant les mains à l'intérieur de son boubou. Et mon père me disait, la souris est en train de déménager les chlorophènes. Donc il fallait ajouter quelque chose à une jeune femme du voisinage qui avait tel problème particulier, qui avait tel souci en plus de tous les soucis de toutes les mères de famille. Et en fin de compte, on se retrouvait très vite devant un beau lit de Djordi absolument vide. Et c'est donc cet univers-là qui me tenait à cœur et qu'il me fallait essayer de faire revivre. Il y a l'émotion, il y a la maladie, mais le plus important, je pense, c'est un peu ce que ces parents nous ont apporté. Je dis un mot de ma famille élargie. Dans ma famille élargie, nous sommes Peul, à 100% Peul, des deux côtés. Mais dans ma famille élargie, il y a une part sérère, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes apparentés par liens transversaux à la famille d'une femme politique qui a été célèbre, Mantoulaye Guène, parce que simplement, une des femmes donc, de cette famille avait reconnu mon père comme un ami de son oncle. Il n'y avait pas à chipoter, elle est devenue notre cousine ipso facto. Et les jours de distribution des prix, oui, elle faisait ce qu'il fallait en tant que cousine attitrée. Donc, quand je parle du père d'un petit voisin qui est mort, c'est justement dans cette famille Guène que pour la première fois j'ai entendu parler de la mort. Et comme on a eu une indiscrétion, un enfant est venu dire on est en train de le laver, c'était encore plus étrange. Les gens se lavent tout seuls.
Et donc, les traces de cette famille-là, de cette branche-là de ma famille, c'est du vécu. Il s'agit de la famille donc, des Guènes, qui étaient nos voisins directs. Alors, la branche Sérère, je pense que si on doit terminer, je vais terminer sur la branche Sérère, parce qu'au moins on va terminer sur un véritable sourire. Ma mère avait un tailleur. Ma mère était très coquette. C'était une très belle femme, et puis très coquette, toujours très élégante. Et justement dans les poèmes, parce que ce sont les poèmes qui m'ont permis d'attendre, tellement il y avait urgence à parler d'elle. Dans la dernière section de mes poèmes, donc, c'est 3 fois 7 dits pour ma mère, écrit en moins de 40 jours après son décès. Et j'en parle un peu. Parce qu'elle m'a toujours incité. C'était une inquiétude totale. Si j'arrivais à Thiès sans avoir mis mes boucles d'oreilles. Si je n'avais pas mis de vernis, pourquoi diable n'avais-je pas mis du henné? Cela voulait dire que, voilà, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et donc, à la fin de sa vie, quand elle habitait chez moi, le vendredi matin où je partais tôt, elle me suivait dans le couloir vers le garage, elle me disait, Anna Sadiaro, où sont tes boucles d'oreilles? Où est ta chaîne? Et je disais, tout est dans le sac. Je brandissais le sac comme ça, et ça, c'est dans les poèmes. Et j'en concluais que les vendredis matins me seraient désormais pauvres, absolument pauvres, parce que plus personne ne va me poursuivre en me disant où sont tes boucles d'oreilles, etc. Bon, si tu veux, tu prends le relais. Mais c'est pour dire que donc, ma mère était une femme très élégante, constamment élégante. Elle avait un tailleur Sérère. Et le tailleur Sérère qui avait fini par donc, lui donner une homonyme, donc une petite Mouri Faye. Le tailleur était génial. C'était un génie. Mais comme tous les génies, il était lunatique. Quand il réussissait un truc, c'était formidable. C'était Christian Dior, à la mode Sérère. Quand il battait quelque chose, c'était véritablement raté. Alors, une image du bonheur, une image que je veux garder tout le long de ma vie, c'est donc à propos d'un incident sur cette fameuse robe que ma mère fait faire jusqu'à vers 14 heures. Et savez-vous, mesdames, la mode, c'était de panacher des couleurs de tissu. Aujourd'hui, nous avons une personne célèbre qui a beaucoup de tenues panachées, un voisin riche, je ne dis pas qui c'est, mais cette mode est revenue. Et donc ma mère avait fait faire cette robe panachée vert olive noir, sauf que le tailleur Sérère avait vraiment raté, littéralement raté la peau. Quand ma mère arrive, elle-même, je pense, elle s'est rendue compte que ce n'était pas une réussite. Mais elle sort là. Nous autres qui avons été bien éduqués, nous disons, ah oui. Ma soeur, regarde la robe. Regarde ma mère et dit, vraiment ton tailleur. On dirait qu'il a les yeux comme ça. Parce que ta robe, elle fait ça. Bon, on essaie d'atténuer, mais le mal est fait. Donc voilà, on déjeune pas vraiment dans la gaieté. C'était en 1977. On commence à faire le thé et ma soeur, qui est une petite jeune fille de 20 ans, s'apprête à aller voir sa copine Lala Aïcha, que certains reconnaîtront ici dans la salle, parce que tout ceci est vécu. Donc un dernier coup de fer à friser, la petite chemise blanche repassée et un pantalon ajusté, avec un tout petit bas. Et puis elle dit à tout le monde, je m'en vais dire bonjour chez Lala Aïcha. Alors mon père qui était là dans la véranda et qui était accoudé à attendre que le thé passe, la laisse sortir et au moment où elle arrive au milieu de la maison, au niveau du puits, mon père se lève et dit, hé toi, tu t'en vas. Tu penses que ce que tu as mis c'est joli? Je vois et j'espère toujours voir ma soeur qui pivote, qui fait un cercle complet et qui explose de rire en disant, je savais que tu la mangerais. Je ne savais pas quand, mais j'étais sûre que tu la mangerais. Et pour moi, c'est ça, une image du bonheur que nous avons partagé avec nos parents. Après ça, je ne peux rien peut-être dire de grave
Sauf que écrire n'est pas une thérapie, mais peut-être une manière de trouver un accommodement. Et oui, et voilà. Et donc la référence, c'est Sénèque l'Ancien qui décrit l'insomniaque qui se tourne et se retourne dans son lit. Il arrive un moment où il finit par s'endormir. Est-ce que le lit a changé? Le lit n'a pas changé. Mais l'insomniaque a fini par trouver le moyen, le moins douloureux de vivre son insomnie. Et c'est ce qu'on fait quand on a perdu une personne essentielle. Voilà. S'il y a des questions, je vais y répondre. J'ai oublié qu'il y avait une autre histoire de Sérère, c'était celle-là pour la fin. Le père du tailleur. Le père du tailleur, c'était une famille mouride, c'était la première fois de ma vie que je côtoyais une famille mouride. Qu'est-ce que c'est que les mourides? Le père du tailleur, un très vieux monsieur, avait trouvé une astuce, et je pense que vraiment il était génial. Vous savez, pour chaque vrai grand mouride, il y a un khasaïd, un chant qui le fait tomber en transe. Ce vieux Sérère, de Ndengler, il avait trouvé l'astuce de tomber en transe dès que sonnait Salimto. Tout le monde sait que Salimto, ça annonçait le moment où les femmes mettaient le riz dans la marmite. Mais il y a un temps, il faut attendre. Donc ce vieux monsieur avait trouvé, et c'était génial, en fait de s'éclipser comme ça quand Salimto commençait, et toute la maisonnée des failles s'agitait partout, et on pouvait lui trouver du lait caillé, un peu de couscous, une petite chose, des beignets de mil, etc. Et le vieux faille a vécu très longtemps grâce à ce système de tomber en illumination, soi-disant parce qu'il était sensible à ce khasaïd. Depuis lors, je me méfie des Sérères et de leur religiosité. Je vous remercie. Voilà, le livre a été présenté de manière très humoristique. Et bien, on donne la parole au public. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à l'auteur, elles seront les bienvenues. Je crois qu'il y a un micro quelque part, un micro qui doit pouvoir tourner. Alors il a été testé, mais je ne sais pas où il est. Ceci dit, si quelqu'un a des questions à poser, il peut les poser avant que le micro n'arrive. De regarder, de jeter un coup d'œil sur les textes, sur Sarinaga, les nouvelles, avant qu'elle n'arrive dedans. Et d'abord, je confirme ce que Racine a dit tout à l'heure. Quand j'ai eu le texte à la maison, avec d'autres amis qui m'ont dit, mais est-ce que vous m'avez par le cerf? Je confirme. Les sonorités serrères des nouvelles ont poussé un certain nombre d'amis également à aller regarder ce qu'il y avait dans le texte. Et je les ai prévenus que ce que vous pensez, ce n'est pas ça. Alors donc j'ai dit cette primeur, j'ai aussi la primeur de présenter le texte dans l'édition Sarekan, qui va certainement sortir passer lundi prochain, et essayer de parler d'un certain nombre d'aspects du texte, l'aspect esthétique, l'aspect thématique, avec les grandes métaphores, les grandes figures qui traversent les différentes nouvelles. Je
pourrais pas en citer beaucoup. Je laisse le lecteur aller dans le texte. Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît fondamental dans ce recueil de nouvelles. C'est la qualité de la langue. Racine l'a souligné tout à l'heure, monsieur Athéna également l'a souligné tout à l'heure, c'est son nom. La qualité esthétique de la langue, la correction, la manière dont la langue est dépouillée, et qui renvoie un petit peu à une maîtrise, non seulement de la langue, mais une maîtrise de la construction de la nouvelle. Je peux en donner un exemple. La construction de l'eau, la nouvelle d'eau. Mais quand j'ai discuté un peu avec l'auteur après lecture, à un moment donné, j'ai eu le sentiment que j'étais en train de lire des textes de Marc Durand. Dans le style, la manière dont le phrasé et construit se déploie. Tout cela pour dire un petit peu comment la langue arrive un petit peu à s'appuyer sur parfois ce qui paraît comme anecdotique, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et à révéler toute la magie, tout le mystère et l'énigme de la vie quotidienne. Des textes comme, par exemple, la mort, la chair morte, qui ont des allures parfois existentielles, permettent un petit peu de voir aussi comment, sur la surface des choses, l'anecdotique arrive à produire énormément de fiction. Ce sont des moteurs, des machines à produire de la fiction. Et cela, à mon avis, il faut savoir raconter, il faut maîtriser les techniques de la nouvelle, de la narration, pour arriver à révéler toute cette magie du quotidien. C'est cela qu'on retrouve aussi en lisant les textes. Mais en même temps, pour ne pas monopoliser la parole, le texte de Sarina Dumas, c'est un peu. L'auteur disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de tristesse, que si le lecteur par hasard retrouve une tristesse. Non, c'est une autre forme de tristesse. Quand on lit le texte, on est ici sur fond d'une mélancolie, avec le rythme, mélancolie esthétique, qui rappelle un petit peu les lectures baudelairiennes, les lectures Proust, tout cela qui prend le lecteur comme s'il avait un peu le blues dans le corps. Et donc, cela également, c'est le rythme de la narration, les constructions, les formules, la manière dont le lecteur est amené un peu à comprendre le style de l'auteur. Un style qui est parfois difficile à comprendre parce que tout simplement, il peut arriver qu'on retrouve dans la forme de l'ellipse. Assez elliptique, ça peut se comprendre parce que la nouvelle est assez difficile à gérer pour l'organisation de l'espace et du temps. Il y a pas beaucoup de bavardage à faire. Et donc, des nouvelles comme Le Roux sont construites presque sur le mode elliptique. Et le lecteur est obligé donc de chercher un peu à se mettre dans la même posture que la narratrice pour comprendre tout le travail de l'économie narrative de la télévision. Donc, pour terminer, il y a des formes de construction qui mériteraient d'être commentées dans les amphithéâtres. Parce que tout simplement, la manière dont la syntaxe est gérée, la manière dont l'auteur revient sur un certain nombre de styles de construction, permettrait un peu de corriger beaucoup de choses dans la manière dont nos étudiants parlent la langue, construisent, commentent les textes littéraires. Et cela, je remercie, je salue fréquemment l'auteur pour ce travail remarquable qu'il a fait, qui est à cheval entre l'enseignante et l'auteur de fiction, lorsqu'il gère un petit peu
l'imaginaire dans tous ses déploiements. Il y a donc également, il y a toute cette traversée de figures qu'on retrouve également dans le texte qui sont un peu comme tous ces personnages de déclassés, personnages qui souffrent de nos urbanités contemporaines. Boytown, par exemple, la nouvelle Boytown, tout ce qui arrive à ces personnages qui vivent dans une cité, dans une ville, en proie un peu au délitement identitaire, à la déliquescence, à la torpeur, tout cela participe un petit peu à ces personnages, une épaisseur psychologique qui révèle tout l'engagement aussi de l'auteur dans l'actualité, dans l'histoire proche. Voilà. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Charles Sanchez. Avant peut-être de parler à proprement du bouquin, moi, ce que j'ai constaté en prenant le bouquin dans mes mains, c'était quand même, et il faut le souligner, la qualité de l'édition, du papier, de la couverture. Donc pour ça, je pense qu'il faut féliciter vraiment Athéna Diffusion. Maintenant, à proprement parler du bouquin, je ne l'ai pas encore lu, mais ce que je veux vraiment dire, et j'ai tenu à être ici aussi, c'est que ces derniers temps, moi j'adore la littérature, je suis un passionné de littérature, je crois savoir raconter des histoires, mais je pense que ça ne suffit pas toujours. Et ces derniers temps, il y a eu plein de jeunes qui se veulent écrivains, qui ont réussi à éditer des ouvrages, on en a beaucoup parlé. Et personnellement, quand j'ai fait, j'étais très déçu. Et donc je pense que vous, en produisant ce bouquin, en écrivant ces nouvelles, quelque part aussi, vous faites preuve d'une grande humilité. Et je pense que c'est aussi un des enseignements à tirer et à offrir à la jeunesse. Vous êtes docteur en lettres modernes, vous enseignez depuis près de 30 ans, ou plus, et voilà, vous venez parler avec beaucoup d'humilité, d'une histoire qui est profonde, qui vous a touché, et on a l'impression que voilà, c'est un jeune auteur qui débute un peu dans la vie, alors qu'il y a tout un passé derrière. Je trouve un peu dommage que vos étudiants ne soient pas là. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes, parce que je pense qu'on est dans un monde où les gens manquent énormément d'humilité. Et c'est vraiment ça que votre bouquin aussi apporte, je pense, votre démarche apporte. Je vais terminer juste sur ce qui m'a énormément saisi, c'est quand j'ai vu un peu l'ouvrage sur les réseaux sociaux, notamment Lina qui en parlait. Je pensais d'abord que c'était un auteur étranger, parce qu'il y a cette analogie, j'allais dire, cette image-là qui renvoie un peu à l'Asie. Et c'est ça aussi, c'est que vous, à travers votre histoire, vous saisissez aussi l'universel. Et c'est ça vraiment qui est extraordinaire dans cet ouvrage-là. Voilà un peu les impressions un peu générales et voilà ce que je voulais partager. Merci. Ce recueil, parce que ça c'est une pierre dans le jardin de la dame Pearl venue des États-Unis, là, qui reçoit tout ce que j'écris via le mail, et je dis, Sylvia, s'il te plaît, envoie-moi les critiques, comme on dit quand on est Pearl, envoie-moi les critiques, s'il te plaît, et elle ne m'envoie jamais les critiques. Et donc, j'ai essayé avec Bakary Sarr. Il m'a fait quelques remarques, il n'y avait pas vraiment de critique. Le professeur Mamadouba qui est venu et qui se cache, et qui a aussi eu ce texte entre les mains, qu'il a épluché, etc. Il y a comme une conspiration du silence qui fait que les collègues sur lesquels je compte vraiment pour m'aider à avancer ne m'aident pas vraiment. Je le dis publiquement et je les incite évidemment à être plus incisifs et plus, qu'est-ce qu'on dit, coopérants ou coopératifs
sais plus. Mais il est vrai que ce texte, je l'ai partagé, donc en espérant effectivement voilà, une sorte de quelqu'un qui me bouscule assez pour que je puisse littéralement décoller de ce que moi j'ai produit et qui est une écriture de premier jet. Ce sont des nouvelles qui me trottent dans la tête et quand je commence à écrire et que je m'arrête, je ne peux plus ajouter un mot. Quand une certaine dame fait le forcing et on se castagne et elle tire à gauche, moi je vais à droite, on en revient quand même à ce qui au départ était mon texte. Ce texte donc, j'ai entendu Massamba Gueye dire qu'il y a quelques jours, je pratique une écriture orale, c'est vrai. Le texte est en cheminement et comme moi je prends tout mon temps, j'ai l'impression que je vais devoir vivre 150 ans. Bon, ben voilà, ça fait 10 ans que ce texte me trottait dans la tête. Et puis voilà, quand il a été l'heure qu'il sorte, j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas arrêtée. Je vous ai donné l'histoire de l'évolution du titre, parce que juste un écrivain génial, qui d'ailleurs est un homme qui prend des allures de femme, il signe Yasmina, alors que c'est un militaire, figurez-vous. Yasmina Khadra m'a enlevé mon titre parce qu'il a publié Morituri. Et du coup, j'ai dit, bon, il y a un Morituri, je ne veux pas faire une nouvelle et lui faire porter le titre Moritura. Et donc, voilà, il advient ceci que un jour, j'entends le titre Sarinagara, et c'est donc ce titre-là qui sera celui de la nouvelle et du recueil. Donc, ce qui a été dit, je le partage vraiment. Et je pense que les remarques de M. Sanchez et de Bakary Sarr, oui, sont absolument des remarques que je partage pour l'essentiel, sauf les éloges. Je suis très je pense que le texte, une fois qu'il est fixé, on se rend compte, une fois que c'est définitif, on se rend compte qu'il était perfectible. Et on ne s'en rend pas compte tout le temps qu'on travaille, tout le temps que l'œuvre est en atelier, il y a cette sorte d'attachement à l'œuvre, un peu comme celui qu'on a pour son enfant, votre bébé est le plus beau toujours, hein, mais une fois que c'est fait, et définitivement, oui, là, tous les défauts de ce texte me sortent aux yeux. Ça, c'est absolument vrai. J'aimerais bien que, je ne sais pas si le professeur Mamadou Ba peut dire un mot. Celui qui a l'étymologie, celui qui a le don est possédé par son don. C'est ça, on a le sentiment qu'il est possédé par son don. Il y a des choses qui s'expriment, qui sont là. Il arrive une femme. C'est vrai que je suis assez elliptique et c'est l'un des rares moments du texte que Cerbère Husseini n'a pas décrypté parce qu'elle m'aurait fait cracher le morceau. Et donc, le texte c'est Harry Debbo, 3 points. Mais je n'explique pas, je ne sais pas si en note infrapaginale, il y a une explication. Ça lui a échappé, parce que sinon elle m'aurait tanné pour que je mette une explication. Alors, c'est un proverbe, c'est une sorte d'apophthegme qui dit l'enfant qui naît fille, Harry Debbo. Si un enfant naît fille et récolte la risée, Harry Debbo Djala, donc, si elle récolte la risée, si elle avait été un bébé garçon, elle n'aurait été utile à personne. Ça veut dire que, voyez, femme ou homme, il y a un challenge, il y a des... voilà, il faut mettre haut la barre. Et dans cette société, on dit une femme qui ne fait rien de bon. Et donc, comme on n'a pas précisé, les Sérères ont voulu voir que Sarina est venue. Et d'ailleurs, il y avait une autre Debbo. Alors moi, je pense que je vais faire un courrier aux épouses des deux, en disant attention, il y a des fixations sur Sarina qui vient ou une Debbo qui vient. À la place des épouses, je me méfierai et j'irai voir mon marabout saucé Dardar.
Voilà, c'était la seule question. Oui, courtoisie, c'est le fait de notre cœur. Nous qui avons passé notre jeunesse avec vous, qui connaissions sa mère, sa maman, on est tous fiers. Donc c'est pour le célébrer. Ma seule surprise, je me disais qu'en 2014, Adama Barrow publié 20 bouquins. C'est ma seule surprise. Nous sommes excessivement fiers. Voilà. M'accompagnons toujours, quoi qu'il arrive, même si on ne se voyait pas, même si on était séparés par des milliers de kilomètres. Je sais que c'est une fratrie pour moi et je pense que ce sera toujours le cas. On ne se voit pas beaucoup, il est vrai, mais je pense que nous avons partagé l'essentiel. Nous avons eu une jeunesse où on était porteur d'objectifs. J'ai été atterrée, moi, quand un de mes enfants m'a raconté l'histoire de 50 Cent. 50 Cent, c'est pas 50 Cent, c'est bien Cent. 50 Cent. Et que donc, il aurait pris ce pseudonyme quand il a reçu la balle, et qu'en tombant, il a entendu que sortait de sa poche une petite pièce de 50 centimes. Et toute une génération a pris cela comme un étendard, comme un emblème. Et j'ai entendu une fois une discussion de ces jeunes gens-là, et c'était get rich or die trying. Nous, ce n'était pas notre objectif, d'être riche ou de mourir en essayant d'être riche. J'étais atterrée, et c'est de ce jour-là que j'ai compris que j'étais définitivement larguée, et probablement toutes les personnes qui avaient reçu la même éducation que moi. Notre objectif à nous, c'était de réussir nos études, c'était d'avancer. Et le meilleur signe de connivence ou d'affection, c'était de se passer des livres. Quand j'en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'était il y a 2 siècles. Réellement, je suis contente qu'aujourd'hui soit présent ici, ses compagnons. Et oui, parce que je pense qu'on finira un jour par faire le cercle des vieux Thiessois. Et on va se retrouver à date régulière pour éviter d'oublier ce qui a existé et que tout ce qui nous entoure nous pousse à oublier. Les objectifs ont changé et c'est une génération absolument d'ovnis, à commencer par les miens, que je découvre. Djang rek, mère du monde, djang rek. Nous, on ne connaît que ça, djang rek. Et quand ils me téléphonent, ils me disent qu'est-ce que tu as appris? Tu vas faire le japonais, le chinois. Laissez-moi tranquille, vous avez votre objectif et votre idéal de vie, et j'ai le mien. Nous allons nous retrouver probablement entre, voilà, je ne dirais pas donner des vilains bonshommes, mais en fait, voilà, complètement déphasés. Bon, nous allons passer Lina Serber Iseni, nous allons passer aux dédicaces, si vous voulez bien. Je remercie vraiment tout le monde.